Pour une nuit d'amour d'Émile Zola. La petite ville de P est bâtie sur une colline. Au pied des anciens remparts coule un ruisseau, encaissé et très profond, le Chanteclair, qu'on nomme sans doute ainsi pour le bruit cristallin de ses eaux limpides. Lorsqu'on arrive par la route de Versailles, on traverse le Chanteclair, à la porte sud de la ville, sur un pont de pierre d'une seule arche, dont les larges parapets, bas et arrondis, servent de banc à tous les vieillards du faubourg. En face monte la rue Beausoleil, au bout de laquelle se trouve une place silencieuse, la place des 4 femmes, pavée de grosses pierres, envahie par une herbe drue, qui la verdit comme un pré. Les maisons dorment. Toutes les demi-heures, le pas traînard d'un passant fait aboyer un chien derrière la porte d'une écurie. Et l'émotion de ce coin perdu est encore le passage régulier, 2 fois par jour, des officiers qui se rendent à leur pension, une table d'hôte de la rue Beausoleil. C'est dans la maison d'un jardinier à gauche que demeurait Julien Michon. Le jardinier lui avait loué une grande chambre au 1er étage. Et comme cet homme habitait l'autre façade de la maison, sur la rue Catherine, où était son jardin, Julien vivait là, tranquille, ayant son escalier et sa porte, s'enfermant déjà à 25 ans, dans les manies d'un petit bourgeois retiré. Le jeune homme avait perdu son père et sa mère très jeunes. Autrefois, les Michons étaient bourreliers aux Alluets, près de Mantes. À leur mort, un oncle avait envoyé l'enfant en pension. Puis l'oncle lui-même était parti. Et Julien, depuis 5 ans, remplissait à la poste de P un petit emploi d'expéditionnaire. Il touchait 1500 francs, sans espoir d'en gagner jamais davantage. D'ailleurs, il faisait des économies. Il n'imaginait point une condition plus large ni plus heureuse que la sienne. Grand, fort, osseux, Julien avait de grosses mains qui le gênaient. Il se sentait laid, la tête carrée et comme laissée à l'état d'ébauche, sous le coup de pouce d'un sculpteur trop rude. Et cela le rendait timide, surtout quand il y avait des demoiselles. Une blanchisseuse, lui ayant dit en riant qu'il n'était pas si vilain, il en avait gardé un grand trouble. Dehors, les bras ballants, le dos voûté, la tête basse, il faisait de longues enjambées pour entrer plus vite dans son ombre. Sa gaucherie lui donnait un effarouchement continu, un besoin maladif de médiocrité et d'obscurité. Il semblait s'être résigné à vieillir de la sorte, sans une camaraderie, sans une amourette, avec ses goûts de moine cloîtré. Et cette vie ne pesait point à ses larges épaules. Julien, au fond, était très heureux. Il avait une âme calme et transparente. Son existence quotidienne, avec les règles fixes qui la menaient, était faite de sérénité. Le matin, il se rendait à son bureau, recommençait paisiblement la besogne de la veille. Puis il déjeunait d'un petit pain et reprenait ses écritures.
Puis il dînait, il se couchait, il dormait. Le lendemain, le soleil ramenait la même journée. Cela pendant des semaines, des mois. Ce lent défilé finissait par prendre une musique pleine de douceur, le bercer du rêve de ces bœufs qui tirent la charrue et qui ruminent le soir dans de la paille fraîche. Il buvait tout le charme de la monotonie. Son plaisir était parfois, après son dîner, de descendre la rue Beausoleil et de s'asseoir sur le pont pour attendre 9 heures. Il laissait pendre ses jambes au-dessus de l'eau. Il regardait passer continuellement sous lui le Chanteclair, avec le bruit pur de ses flots d'argent. Des saules, le long des deux rives, penchaient leurs têtes pâles, enfonçaient leurs images. Au ciel tombait la cendre fine du crépuscule, et il restait dans ce grand calme, charmé, songeant confusément que le Chanteclair devait être heureux comme lui, à rouler toujours sur les mêmes herbes, au milieu d'un si beau silence. Quand les étoiles brillaient, il rentrait se coucher, avec de la fraîcheur plein la poitrine. D'ailleurs, Julien se donnait d'autres plaisirs. Les jours de congé, il partait à pied, tout seul, heureux d'aller très loin et de revenir rompu de fatigue. Il s'était aussi fait un camarade d'un muet, un ouvrier graveur au bras duquel il se promenait sur le mail pendant les après-midi entiers, sans même échanger un signe. D'autres fois, au fond du café des voyageurs, il entamait avec le muet d'interminables parties de dames, pleines d'immobilité et de réflexion. Il avait tué un chien écrasé par une voiture, et il lui gardait un si religieux souvenir qu'il ne voulait plus de bête chez lui. À la poste, on le plaisantait sur une gamine de 10 ans, une fille en haillons qui vendait pieds nus des boîtes d'allumettes, et qu'il régalait de gros sous, sans vouloir emporter sa marchandise. Mais il se fâchait. Il se cachait pour glisser les sous à la petite. Jamais on ne le rencontrait en compagnie d'une jupe, le soir au rempart. Les ouvrières de P, des gaillardes très dégourdies, avaient fini elles-mêmes par le laisser tranquille en le voyant, suffoquer devant elle, prendre leur rire d'encouragement pour des moqueries. Dans la ville, les uns le disaient stupide, d'autres prétendaient qu'il fallait se défier de ces garçons-là, qui sont si doux et qui vivent solitaires. Le paradis de Julien, l'endroit où il respirait à l'aise, c'était sa chambre. Là seulement il se croyait à l'abri du monde. Alors il se redressait, il riait tout seul, et quand il s'apercevait dans la glace, il demeurait surpris de se voir très jeune. La chambre était vaste. Il y avait installé un grand canapé, une table ronde, avec 2 chaises et un fauteuil. Mais il lui restait encore de la place pour marcher. Le lit se perdait au fond d'une immense alcôve. Une petite commode de noyer entre les 2 fenêtres semblait un jouet d'enfant. Il se promenait, s'allongeait, ne s'ennuyait point de lui-même. Jamais il n'écrivait en dehors de son bureau, et la lecture le fatiguait. Comme la vieille dame qui tenait la pension, où il mangeait,
s'obstinait à vouloir faire son éducation en lui prêtant des romans. Il les rapportait, sans pouvoir répéter ce qu'il y avait dedans. Tant ces histoires compliquées manquaient pour lui de sens commun. Il dessinait un peu, toujours la même tête, une femme de profil, l'air sévère, avec de larges bandeaux et une torsade de perles dans le chignon. Sa seule passion était la musique. Pendant des soirées entières, il jouait de la flûte. Et c'était là, par-dessus tout, sa grande récréation. Julien avait appris la flûte tout seul. Longtemps, une vieille flûte de bois jaune, chez un marchand de bric-à-brac, de la place du marché, était restée une de ses plus âpres convoitises. Il avait l'argent, mais il n'osait entrer l'acheter, de peur d'être ridicule. Enfin, un soir, il s'était enhardi jusqu'à emporter la flûte en courant, caché sous son paletot, serré contre sa poitrine. Puis, portes et fenêtres closes, très doucement pour qu'on ne l'entendît pas, il avait éplé pendant 2 années une vieille méthode, trouvée chez un petit libraire. Depuis 6 mois seulement, il se risquait à jouer, les croisées ouvertes. Il ne savait que des airs anciens, lents et simples, des romances du siècle dernier, qui prenaient une tendresse infinie, lorsqu'il les bégayait avec la maladresse d'un élève plein d'émotions. Dans les soirées tièdes, quand le quartier dormait, et que ce chant léger sortait de la grande pièce éclairée d'une bougie, on aurait dit une voix d'amour, tremblante et basse, qui confiait à la solitude et à la nuit ce qu'elle n'aurait jamais dit au plein jour. Souvent même, comme il savait les airs de mémoire, Julien soufflait sa lumière, par économie. Du reste, il aimait l'obscurité. Alors, assis devant une fenêtre en face du ciel, il jouait dans le noir. Des passants levaient la tête, cherchaient d'où venait cette musique si frêle et si jolie, pareille aux roulades lointaines d'un rossignol. La vieille flûte de bois jaune était un peu fêlée, ce qui lui donnait un son voilé, le filet de voix adorable d'une marquise d'autrefois, chantant encore très purement les menuets de sa jeunesse. Une à une, les notes s'envolaient, avec leur petit bruit d'ailes. Il semblait que le chant vînt de la nuit elle-même, tant il se mêlait au souffle discret de l'ombre. Julien avait grand-peur qu'on se plaignît dans le quartier. Mais on a le sommeil dur en province. D'ailleurs, la place des 4 femmes n'était habitée que par un notaire, maître Savournin, et un ancien gendarme retraité, le capitaine Pidou, tous 2 voisins commodes, couchés et endormis à 9 heures. Julien redoutait davantage les habitants d'un noble logis, l'hôtel de Marsanne, qui dressait de l'autre côté de la place, juste devant ses fenêtres, une façade grise et triste, d'une sévérité de cloître. Un perron de 5 marches envahi par les herbes montait à une porte ronde, que des têtes de clous énormes défendaient. L'unique étage alignait 10 croisées, dont les persiennes s'ouvraient et se fermaient aux mêmes heures, sans rien laisser voir des pièces, derrière les épais rideaux toujours tirés.
À gauche, les grands marronniers du jardin mettaient un massif de verdure qui élargissait la houle de ses feuilles jusqu'au rempart. Et cet hôtel imposant avec son parc, ses murailles graves, son air de royal ennui, faisait songer à Julien que si les Marsanne n'aimaient pas la flûte, ils n'auraient certainement qu'un mot à dire pour l'empêcher d'en jouer. Le jeune homme éprouvait du reste un respect religieux quand il s'accoudait à sa fenêtre, tant le développement du jardin et des constructions lui semblait vaste. Dans le pays, l'hôtel était célèbre, et l'on racontait que des étrangers venaient de loin le visiter. Des légendes couraient également sur la richesse des Marsanne. Longtemps, il avait guetté le vieux logis pour pénétrer les mystères de cette fortune toute puissante. Mais pendant les heures qu'il s'oubliait là, il ne voyait toujours que la façade grise et le massif noir des marronniers. Jamais une âme ne montait les marches descellées du perron. Jamais la porte verdie de mousse ne s'ouvrait. Les Marsanne avaient condamné cette porte. On entrait par une grille, rue Sainte-Anne. En outre, au bout d'une ruelle près des remparts, il y avait une petite porte donnant sur le jardin que Julien ne pouvait apercevoir. Pour lui, l'hôtel restait mort, pareil à un de ces palais des contes de fées, peuplés d'habitants invisibles. Chaque matin et chaque soir, il distinguait seulement les bras du domestique qui poussait les persiennes. Puis la maison reprenait son grand air mélancolique de tombe abandonnée dans le recueillement d'un cimetière. Les marronniers étaient si touffus qu'ils cachaient sous leurs branches les allées du jardin, et cette existence hermétiquement close, hautaine et muette, redoublait l'émotion du jeune homme. La richesse était donc cette paix morne, où il retrouvait le frisson religieux qui tombe de la voûte des églises. Que de fois avant de se coucher il avait soufflé sa bougie et était resté 1 heure à sa fenêtre pour surprendre ainsi les secrets de l'hôtel de Marsanne. La nuit, l'hôtel barrait le ciel d'une tache sombre. Les marronniers étalaient une mare d'encre. On devait soigneusement tirer les rideaux à l'intérieur. Pas une lueur ne glissait entre les lames des persiennes. Même la maison n'avait point cette respiration des maisons habitées, où l'on sent les haleines des gens endormis. Elle s'anéantissait dans le noir. C'était alors que Julien s'enhardissait et prenait sa flûte. Il pouvait jouer impunément. L'hôtel vide lui renvoyait l'écho des petites notes perlées. Certaines phrases ralenties se perdaient dans les ténèbres du jardin, où l'on n'entendait seulement pas un battement d'ailes. La vieille flûte de bois jaune semblait jouer ses airs anciens devant le château de la Belle au bois dormant. Un dimanche, sur la place de l'église, un des employés de la poste montra brusquement à Julien un grand vieillard et une vieille dame, en les lui nommant. C'étaient le marquis et la marquise de Marsanne. Ils sortaient si rarement qu'il ne les avait jamais vus. Une grosse émotion le saisit, tant il les trouva maigres et solennels, comptant leurs pas, salués jusqu'à terre,
et répondant seulement d'un léger signe de tête. Alors son camarade lui apprit coup sur coup qu'ils avaient une fille encore au couvent, mademoiselle Thérèse de Marsanne, puis que le petit Colombel, le clerc de maître Savournin, était le frère de lait de cette dernière. En effet, comme les deux vieilles gens allaient prendre la rue Sainte-Anne, le petit Colombel qui passait s'approcha, et le marquis lui tendit la main, honneur qu'il n'avait fait à personne. Julien souffrit de cette poignée de main, car ce Colombel, un garçon de 20 ans, aux yeux vifs, à la bouche méchante, avait longtemps été son ennemi. Il le plaisantait de sa timidité, ameutait contre lui les blanchisseuses de la rue Beausoleil, si bien qu'un jour au rempart, il y avait eu entre eux un duel à coups de poing, dont le clerc de notaire était sorti avec les 2 yeux pochés. Et Julien le soir joua de la flûte plus bas encore, quand il connut tous ces détails. D'ailleurs, le trouble que lui causait l'hôtel de Marsanne ne dérangeait pas ses habitudes d'une régularité d'horloge. Il allait à son bureau, il déjeunait, dînait, faisait son tour de promenade au bord du Chanteclair. L'hôtel lui-même, avec sa grande paix, finissait par entrer dans la douceur de sa vie. 2 années se passèrent. Il était tellement habitué aux herbes du perron, à la façade grise, aux persiennes noires, que ces choses lui semblaient définitives, nécessaires au sommeil du quartier. Depuis 5 ans, Julien habitait la place des 4 femmes. Lorsqu'un soir de juillet, un événement bouleversa son existence. La nuit était très chaude, tout allumé d'étoiles. Il jouait de la flûte sans lumière, mais d'une lèvre distraite, ralentissant le rythme et s'endormant sur certains sons. Lorsque, tout d'un coup, en face de lui, une fenêtre de l'hôtel de Marsanne s'ouvrit et resta béante, vivement éclairée dans la façade sombre. Une jeune fille était venue s'accouder, et elle demeurait là. Elle découpait sa mince silhouette, levait la tête comme pour prêter l'oreille. Julien, tremblant, avait cessé de jouer. Il ne pouvait distinguer le visage de la jeune fille. Il ne voyait que le flot de ses cheveux, déjà dénoués sur son cou. Et une voix légère lui arriva, au milieu du silence. « Tu n'as pas entendu, Françoise? On aurait dit une musique. »« Quelque rossignol, mademoiselle, » répondit une voix grosse à l'intérieur. « Fermez, prenez garde aux bêtes de nuit. » Quand la façade fut redevenue noire, Julien ne put quitter son fauteuil, les yeux pleins de la trouée lumineuse qui s'était faite dans cette muraille, morte jusque-là. Et il gardait un tremblement. Il se demandait s'il devait être heureux de cette apparition. Puis, 1 heure plus tard, il se remit à jouer tout bas. Il souriait à la pensée que la jeune fille croyait sans doute qu'il y avait un rossignol dans les marronniers.
Le lendemain, à la poste, la grosse nouvelle était que mademoiselle Thérèse de Marsanne venait de quitter le couvent. Julien ne raconta pas qu'il l'avait aperçue en cheveux, le cou nu. Il était très inquiet. Il éprouvait un sentiment indéfinissable contre cette jeune fille qui allait déranger ses habitudes. Certainement cette fenêtre, dont il redouterait de voir s'ouvrir les persiennes à toute heure, le gênerait horriblement. Il ne serait plus chez lui. Il aurait encore mieux aimé un homme qu'une femme, car les femmes se moquent davantage. Comment désormais oserait-il jouer de la flûte? Il en jouait trop mal pour une demoiselle qui devait savoir la musique. Le soir donc, après de longues réflexions, il croyait détester Thérèse. Julien rentra furtivement. Il n'alluma pas de bougie. De cette façon, elle ne le verrait point. Il voulait se coucher tout de suite, pour marquer sa mauvaise humeur. Mais il ne put résister au besoin de savoir ce qui se passait en face. La fenêtre ne s'ouvrit pas. Vers 10 heures seulement, une lueur pâle se montra entre les lames des persiennes. Puis cette lueur s'éteignit, et il resta à regarder la fenêtre sombre. Tous les soirs, dès lors, il recommença malgré lui cet espionnage. Il guettait l'hôtel. Comme au premier temps, il s'appliquait à noter les petits souffles qui en ranimaient les vieilles pierres muettes. Rien ne semblait changer. La maison dormait toujours son sommeil profond. Il fallait des oreilles et des yeux exercés pour surprendre la vie nouvelle. C'était parfois une lumière courant derrière les vitres, un coin de rideau écarté, une pièce immense entrevue. D'autres fois, un pas léger traversait le jardin. Un bruit lointain de piano arrivait, accompagnant une voix. Ou bien les bruits demeuraient plus vagues encore. Un frisson simplement passait, qui indiquait dans la vieille demeure le battement d'un sang jeune. Julien s'expliquait à lui-même sa curiosité, en se prétendant très ennuyé de tout ce tapage. Combien il regrettait le temps où l'hôtel vide lui renvoyait l'écho adouci de sa flûte. Un de ses plus ardents désirs, bien qu'il ne se l'avouât pas, était de revoir Thérèse. Il se l'imaginait le visage rose, l'air moqueur avec des yeux luisants. Mais comme il ne se hasardait pas le jour à sa fenêtre, il ne l'entrevoyait que la nuit, toute grise d'ombre. Un matin, au moment où il refermait une de ses persiennes pour se garantir du soleil, il aperçut Thérèse debout au milieu de sa chambre. Il resta cloué, n'osant risquer un mouvement. Elle semblait réfléchir, très grande, très pâle, la face belle et régulière, et il eut presque peur d'elle, tant elle était différente de l'image gaie qu'il s'en était faite. Elle avait surtout une bouche un peu grande, d'un rouge vif, et des yeux profonds, noirs et sans éclat, qui lui donnaient un air de reine cruelle. Lentement, elle vint à la fenêtre, mais elle ne parut pas le voir, comme s'il était trop loin, trop perdu. Elle s'en alla,
et le mouvement rythmé de son cou avait une grâce si forte qu'il se sentit à côté d'elle plus débile qu'un enfant, malgré ses larges épaules. Quand il la connut, il la redouta davantage. Alors commença pour le jeune homme une existence misérable. Cette belle demoiselle si grave et si noble, qui vivait près de lui, le désespérait. Elle ne le regardait jamais. Elle ignorait son existence. Mais il n'en défaillait pas moins en pensant qu'elle pouvait le remarquer et le trouver ridicule. Sa timidité maladive lui faisait croire qu'elle épiait chacun de ses actes pour se moquer. Il rentrait l'échine basse. Il évitait de remuer dans sa chambre. Puis, au bout d'un mois, il souffrit du dédain de la jeune fille. Pourquoi ne le regardait-elle jamais? Elle venait à la fenêtre, promenait son regard noir sur le pavé désert, et se retirait sans le deviner, anxieux, de l'autre côté de la place. Et de même qu'il avait tremblé à l'idée d'être aperçu par elle, il frissonnait maintenant du besoin de la sentir fixer les yeux sur lui. Elle occupait toutes les heures qu'il vivait. Quand Thérèse se levait le matin, il oubliait son bureau, lui si exact. Il avait toujours peur de ce visage blanc, aux lèvres rouges, mais une peur délicieuse, dont il jouissait. Caché derrière un rideau, il s'emplissait de la terreur qu'elle lui inspirait, jusqu'à s'en rendre malade, les jambes cassées comme après une longue marche. Il faisait le rêve qu'elle le remarquait tout d'un coup, qu'elle lui souriait, et qu'il n'avait plus peur. Et il eut l'idée alors de la séduire, à l'aide de sa flûte. Par les soirées chaudes, il se remit à jouer. Il laissait les deux croisées ouvertes. Il jouait dans l'obscurité ses airs les plus vieux, des airs de pastoral, naïfs comme des rondes de petites filles. C'étaient des notes longuement tenues et tremblées, qui s'en allaient sur des cadences simples, les unes derrière les autres, pareilles à des dames amoureuses de l'ancien temps, étalant leurs jupes. Il choisissait les nuits sans lune. La place était noire. On ne savait d'où venait ce chant si doux, rasant les maisons endormies, de l'aile molle d'un oiseau nocturne. Et dès le premier soir, il eut l'émotion de voir Thérèse, à son coucher, s'approcher tout en blanc de la fenêtre, où elle s'accouda, surprise de retrouver cette musique qu'elle avait entendue déjà le jour de son arrivée. « Écoute donc, Françoise, dit-elle de sa voix grave, en se tournant vers l'intérieur de la pièce. Ce n'est pas un oiseau. Oh, répondit une femme âgée, dont Julien n'apercevait que l'ombre. C'est bien sûr quelque comédien qui s'amuse, et très loin, dans le faubourg. Oui, très loin, répéta la jeune fille, après un silence, rafraîchissant dans la nuit ses bras nus. Dès lors, chaque soir, Julien joua plus fort. Ses lèvres enflaient le son. Sa fièvre passait dans la vieille flûte de bois jaune. Et Thérèse, qui écoutait chaque soir, s'étonnait de cette musique vivante, dont les phrases, volant de toiture en toiture, attendaient la nuit pour faire un pas vers elle. Elle sentait bien que la sérénade marchait vers sa fenêtre. Elle se haussait parfois,
comme pour voir par-dessus les maisons. Puis une nuit le chant éclata si près qu'elle en fut effleurée. Elle le devina sur la place, dans une des vieilles demeures qui sommeillaient. Julien soufflait de toute sa passion. La flûte vibrait avec des sonneries de cristal. L'ombre lui donnait une telle audace qu'il espérait la mener à lui par la force de son chant. Et Thérèse, en effet, se penchait comme attirée et conquise. « Rentrez !